Chers spéculateurs, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un gros point sur le Bitcoin. J'ai publié une photo sur les réseaux sociaux. Tout le monde m'a dit, mais alors c'est quoi, Cédric? C'est quoi cette histoire? C'est quoi? On en est où dans la phase du Bitcoin? Est-ce qu'on est dans une phase de mania ou dans la phase où les institutionnels sont en train d'entrer sur les crypto-devises? Donc je vais vous faire une analyse, mon analyse de dans quelle phase, à mon sens, on est actuellement et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais aussi vous parler de l'alerte à la correction que j'ai fait la semaine dernière sur les marchés. On va voir où est-ce qu'on en est dans cette alerte. Et enfin, je vais vous parler du money management. La semaine dernière, il faut vraiment faire la différence entre les spéculateurs qui sont avancés et les spéculateurs qui sont novices et débutants, et je vais vraiment faire la lumière là-dessus par rapport aux propos de ce que j'ai tenu la semaine dernière. Je vais vraiment vous distinguer les deux cas. Si vous êtes dans un cas, eh bien vous appliquerez la première chose. Si vous êtes dans le deuxième cas, vous appliquerez la deuxième chose. Ça paraît confus comme ça, mais suivez bien cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses et surtout vous allez pouvoir voir dans quel cas vous êtes. On débute notre analyse du sentiment de marché par le CAC petite et moyenne capitalisation. Donc la semaine dernière, je vous l'avais dit, ici, on avait un signal correctif. Donc là, effectivement, la correction est en train de s'enclencher sur cet indice. Donc il y a ce qu'on appelle un gap ici. Vous voyez, c'est un trou de cotation qui va constituer notre objectif si aux États-Unis, on se rend compte que bien ça part en correction. Donc je vais vous montrer le graphique des États-Unis, de ce qui se passe sur les bourses américaines juste après. Donc on verra où est-ce qu'on en est, est-ce que c'est en train de partir ou pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, si ça part, c'est ici que l'on va tout simplement viser pour cet indice de petite et moyenne capitalisation sur le marché français et européen. Ensuite, le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis, donc voilà, je vous l'avais montré la semaine dernière, on avait le signal ici, ça a consolidé. Alors est-ce qu'on va reprendre par le haut et se retrouver à nouveau en range, ou est-ce qu'on va tout simplement valider ici en partant vers le bas? Donc cette validation, si on part vers le bas, elle s'accompagnera d'une validation sur le marché américain. Ensuite, pour le DAX, on a le même genre de configuration que sur le CAC 40. Vous voyez qu'on a eu un premier signal ici, sauf qu'aux États-Unis, je vous l'ai dit la semaine dernière, on n'avait pas encore eu le signal de correction. Donc là, ça consolide sur le DAX. Donc là, on attend cassure à la baisse ou reprise de l'ancien support qui est devenu résistance ici pour continuer la consolidation. Donc là, apparemment, a priori, on est quand même parti dans un mouvement correctif et on va voir ce qui se passe sur le SP500. Et sur le SP500, on n'a toujours pas de signal de correction. On est toujours dans une consolidation latérale. C'est des choses qui arrivent, ça arrive tout le temps dans une tendance haussière. Ça évolue en escalier. On a un jump. Hop, on souffle, on marche, on souffle, on marche, on souffle. Donc là, on est en train de souffler. Donc aux États-Unis, sur l'SP500, on n'est pas encore dans un mouvement correctif. On n'a pas eu de signal de correction. Donc en gros, entre la semaine dernière et cette semaine, il n'y a absolument eu rien de neuf. On est toujours dans une alerte à la correction. Les marchés européens sont toujours en mode on enclenche la correction, et les marchés américains, vous allez le voir, sont toujours en mode on n'enclenche pas la correction. Vous voyez que là, on a eu une petite tentative ici, hop, qui a été on a repris le support. Donc on est toujours en mode consolidation. Donc voilà, depuis la semaine dernière, rien n'a changé. Alerte à la correction sur les marchés européens. Sur les marchés américains, on attend que la direction soit prise vers le sud. Et si elle n'est pas prise vers le sud, tout simplement, ça restera une alerte à la correction. Ça veut dire qu'on n'entrera pas dans une correction. Donc voilà, là, ça va être vraiment le marché américain qui va nous dire au cours de la semaine prochaine ou des semaines à venir si on part ou pas dans la correction. D'où l'importance de vraiment surveiller les indices boursiers du monde entier, surtout de l'Europe et des États-Unis, pour avoir un bon sentiment de marché et pouvoir un petit peu savoir dans quel état d'esprit sont les investisseurs, puisque c'est l'état d'esprit qui, sur les indices, qui va nous montrer, qui va nous donner la voie sur le money management que l'on doit adopter pour notre swing trading. Alors j'en profite pour faire une petite analyse de la devise euro-dollar. Donc, alors vous le voyez, la devise euro-dollar, elle est dans un énorme range là depuis 2015. Voilà, ça évolue, ça fait du ping-pong en fait entre les deux bornes. Donc, on va un petit peu épurer tout ça. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, on arrive dans une zone de résistance. C'est la zone de résistance du support à moyen long terme. Donc voilà.
Ça veut dire en gros que là on est dans une zone de entre guillemets surachat et que le potentiel de hausse à court terme de l'euro-dollar, eh bien il a épuisé. Après rien ne nous dit qu'on va pas re-rentrer à nouveau dans un bull market sur l'euro. Hein. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on casse la zone des 1,16, 1,17 pour que eh bien, on ait un signal technique de reprise de la hausse de l'euro face au dollar. Rien n'est moins sûr pour le moment, on est toujours dans un énorme range. Donc tant qu'on n'aura pas de cassure, eh bien, on vend les résistances et on achète les supports. Et c'est exactement dans cette logique eh bien, que je vous ai fait toutes les analyses techniques sur l'euro-dollar depuis plusieurs années. Hein. Là, ici, hop, on achète, et ici, on vend. Tant qu'on est sur la résistance, on vend. Donc là, on arrive dans une zone de surachat. Après, bien sûr, si cette zone de surachat elle est cassée à la hausse, elle est validée, on ne sera plus du tout dans une logique de range, c'est-à-dire de vendre la résistance et d'acheter le support, mais au contraire dans une logique de tendance et donc de suivre la tendance. Donc là, pour le moment, cette histoire de cassure, elle n'a pas du tout eu lieu. Hein. On n'est pas là pour anticiper, on est simplement là pour constater ce que font les opérateurs. Et là, quand on constate ce que font les opérateurs, on arrive dans une zone de surachat sur l'euro-dollar. Alors pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram, je poste pas mal de petites choses intéressantes, de réflexions. Et donc celui-ci, ce post a fait couler pas mal d'encre et on m'a demandé, mais Cédric, alors toi, quel est ton avis? Alors je vous resitue un petit peu, voilà, on a ce graphique et j'expliquais, à votre avis, à quel niveau de cycle en est-on sur le Bitcoin et les crypto-devises? J'ai ma petite idée sur la question, mais c'est votre avis qui m'intéresse. Donc voilà, est-ce qu'on est dans la première phase, la deuxième, la troisième ou la quatrième phase? Alors, je vous montre rapidos, voilà, le Bitcoin à quoi il ressemble. Hein. Alors ça, je vous montre sur ProRealTime, c'est pas exactement le graphe le plus propre, mais en tout cas, ah oui, alors là, voilà, faut que je suis pas exactement centré. Donc voilà, ça c'est le graphe du Bitcoin et vous voyez que là, on a un puissant mouvement de hausse ici. Le Bitcoin est passé en gros de 100 à 560 et là, hop, on est en train de corriger. Est-ce que c'est la fin du bull market sur le Bitcoin? Est-ce qu'on a simplement une consolidation là qui est en train de se mettre en place et on aura à nouveau des étapes à la hausse? Voilà, où est-ce qu'on en est sur le Bitcoin et quel est mon avis par rapport à la situation à beaucoup plus long terme sur le Bitcoin? Alors, il y a une chose que je dois vous dire, c'est que le Bitcoin et les crypto-devises, franchement, quand on veut investir dedans, c'est la grosse galère. Il y a une barrière à l'entrée qui est monumentale. Je veux dire, les geeks là, qui ont créé ces crypto-devises, je les félicite. Mais alors, la barrière à l'entrée, merci quoi. Hein. Déjà, pour trouver un courtier qui veuille bien que l'on puisse investir des gros montants, il faut se battre. Parce que la plupart des courtiers, ils sont plus ou moins... c'est un peu bancal hein, leur système. Ils ne répondent pas forcément aux emails. Les virements sont pas forcément évidents à faire. Ensuite, il faut être un as en sécurité. C'est-à-dire qu'il faut acheter des clés de sécurité, transférer les trucs dessus, avoir des... Enfin, c'est un truc de fou quoi. C'est-à-dire que quand on est investisseur, on comprend pas un petit peu... Enfin, on se dit mais c'est quoi cet univers quoi? C'est vraiment l'univers, c'est Geekland. Hein. C'est pas j'ai mon courtier, j'achète mes actions ou j'achète mes bitcoins et puis voilà, c'est sécurisé. Non, là il faut sortir les bitcoins achetés de son courtier, les mettre sur une clé, la clé il y a des codes, des machins. Autant vous dire que tous ceux dans mon entourage qui ont voulu acheter des bitcoins avant la grosse envolée qu'on a connue là au cours des dernières semaines, ils sont confrontés à cette barrière à l'entrée, ils n'ont pas pu acheter de bitcoin à cause de ça. Donc là, pour moi, ma vision, elle est assez simple et claire. Hein. Ça veut dire que ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels, en gros, ce sont tous les investisseurs qui sont éclairés. C'est-à-dire, c'est les gens qui connaissent bien les différents outils d'investissement à travers le monde, qui sont conscients des flux d'argent qui sont en train de s'investir sur les actions, sur les obligations, sur les matières premières, sur l'immobilier, sur certains pays, etc. Et là, actuellement, ils sont en train de prendre conscience, ces investisseurs, entre guillemets, institutionnels, que les crypto-devises deviennent un actif financier en soi. Pourquoi? Tout simplement parce que les populations du monde entier sont en train de reconnaître le Bitcoin comme un moyen d'échange. Alors ça peut être... certains gouvernements vont dire non, nous on ne reconnaît pas le Bitcoin, etc. Peu importe, dans le monde entier, c'est en train d'être reconnu de plus en plus par la population. C'est utilisé pour faire du troc, entre guillemets. Hein. Ça devient véritablement une devise. Et il y a de plus en plus de pays qui sont en train de l'adopter.
Donc tout simplement, il y a cette reconnaissance qui est en train d'avoir lieu vis-à-vis de cet actif financier et donc on a de plus en plus d'investisseurs institutionnels qui commencent à s'intéresser à cet actif, au Bitcoin, aux crypto-devises. Donc pour moi, on n'est pas du tout dans un bull trap, ici dans la phase finale. Pour moi, on est plutôt ici dans un bear trap. Voilà, ça c'est mon avis. C'est simplement un avis fondamental, c'est-à-dire que je constate autour de moi que tous les investisseurs qui sont dans la logique des investisseurs institutionnels, ils sont en train de galérer tout simplement pour entrer sur cet actif. Et c'est que une fois que cet actif deviendra vraiment très accessible au grand public, et bien que là, on pourra assister à véritablement ce qu'on appelle la phase mania, la mania phase, ici où tout le monde en aura. C'est-à-dire, voilà, votre coiffeur en aura, votre chauffeur de taxi en aura, tout le monde en aura, mais on n'aura pas juste quelques euros, c'est-à-dire aura investi son livret A sur le Bitcoin. Parce que là, effectivement, le Bitcoin, on est rentré dans une pseudo-phase de mania. Ici, on en entendait parler partout sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Tout le monde se mettait à faire des vidéos sur les bitcoins. Mais en gros, si l'on constate les montants des bitcoins que ces personnes ont acquis, c'est avec un téléphone portable, ils ont acheté quelques bitcoins et ils se sont dit, voilà, moi j'ai acheté 100 ou 200 euros de bitcoin, je suis devenu un investisseur en bitcoin. Bon, la vérité, c'est que c'est pas exactement ça en fait. Quand on rentre vraiment dans une phase de mania, ça veut dire que les gens, ils vident leur livret A, ils vident leurs économies, ils les mettent dessus, ils deviennent complètement fous. Et voilà. C'est une analyse qui est complètement subjective. C'est mon avis en tant qu'investisseur. Je me considère plus comme un investisseur institutionnel dans le mindset qu'un investisseur qui fait partie du grand public. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une énorme barrière à l'entrée actuellement qui va sauter au fil des mois, puisque le Bitcoin commence à être et les crypto-devises commencent à être reconnus par le public. Donc tout simplement, il va y avoir de plus en plus de facilités qui seront proposées, des moyens de plus en plus simples pour pouvoir acquérir des bitcoins et des crypto-devises. Donc, à mon sens, on est dans un bear trap, on n'est pas dans un bull trap. Après, on verra. De toute façon, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas d'anticiper ce qui va se passer, c'est tout simplement, on attend graphiquement le signal. Soit ça casse vers le haut et on aura une nouvelle prise d'élan sur le Bitcoin et les crypto-devises, soit ça casse vers le bas. Et là, effectivement, on sera potentiellement dans un bull trap ou tout simplement dans une phase de consolidation qui durera plusieurs trimestres, comme ce qu'on a eu, je crois que c'était en 2015-2016, avant qu'on ait une direction soit vers le haut, soit vers le bas. Donc voilà, vous avez mon avis sur le Bitcoin. Juste pour mémoire, alors... on a eu aussi la bulle la tulipomania, la tulipomania. Vous voyez qu'il y a eu plusieurs phases dans cette bulle des bulbes des tulipes. C'était en 1936, 1636, 1637. Et avant qu'on atteigne cette espèce de pic là, monumental, on a eu quand même des phases de mania qui ont été assez prononcées, dont celle-ci là, entre 1600, alors j'arrive pas à lire, mais c'est 1633 et 1636. Alors après, sur les crypto-devises, tout est contracté, le temps est contracté. Vous savez, là, depuis quelques décennies, quelques siècles, les cycles, ils vont s'accélèrent. C'est un petit peu comme si on considérait, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais cette chose-là, cette espèce de serpentin, à chaque fois qu'on a fait un tour du serpentin, on refait un tour du serpentin, mais la circonférence devient de plus en plus petite comme ça. Et les cycles auxquels on assistait il y a 200 ans, et c'était des grands cycles de plusieurs décennies, alors qu'actuellement, les cycles auxquels on assiste, là, en 2017, c'est des cycles qui font quelques trimestres, voire quelques mois sur certains actifs financiers. On a vraiment une contraction du temps, tout s'accélère. Donc voilà, les repères temporels qu'on pouvait avoir à l'époque pour certaines bulles sur certains actifs, ils sont différents actuellement, tout simplement parce qu'on est dans un monde où l'information circule extrêmement rapidement, donc tout va très très vite et donc du coup les bulles vont beaucoup plus vite à se former et vont aussi beaucoup plus vite à imploser. Alors cette semaine, je vais vous présenter deux actions. Il n'y a pas eu grand chose, c'est normal. On est dans un état où le marché est en train de souffler. Il se demande s'il va vers le sud ou pas. Donc c'est normal que sur nos screeners, on n'ait pas beaucoup d'opportunités. Donc première action, ça va être Farm. Donc c'est Euronext Amsterdam. Donc
marché baissier, large base, recovery, première base, le breakout avec les volumes. Donc ça, c'est du classique, hein. Ça, c'est vraiment du classique. La pattern est correcte. Si on passe en hebdomadaire, hop, on va se rendre compte que la pattern est vraiment sympathique. Tasse avec une anse. Lance ici, on est en mode micro-base. On a les volumes sur le breakout. Donc voilà, ça faisait partie des rares choses intéressantes cette semaine. Une autre, c'est TINA. Alors, c'est une IPO, hein, c'est-à-dire que c'est une récente introduction en bourse, introduit le 10 avril. Donc, on est sur du swing trade daily ici, hein. Donc, TAS et ANS. On a les gros volumes ici pendant le breakout, la validation ici. Et là, ce trade se retrouve déjà neutralisé. Alors, il y a une chose qui a pu porter un peu de confusion aux élèves de mon école. Donc, ce petit message s'adresse à vous. La semaine dernière, dans la vidéo du samedi, hein, j'ai dit voilà, on rentre potentiellement dans une correction de marché, alerte à la correction de marché, donc passez sur du money management sur le bas de votre fourchette, du style 0,5% au lieu de 0,7% de risque par trade. Ce message, il faut juste comprendre une chose, c'est que la vidéo du samedi, elle est grand public. C'est vraiment, mon rôle, c'est d'être extrêmement bienveillant envers les spéculateurs qui ne sont pas forcément dans l'école, qui n'ont pas votre niveau de compétence et qui, eux, vont être plus tentés de sauter sur tout et n'importe quoi. Donc, j'ai fait 2 grandes mises en garde. 1, ne sautez pas sur tout et n'importe quoi. À la limite, arrêtez-vous de trader tant que c'est pas clair ce qui se passe. Et si vous tradez quand même, adoptez un money management qui est sur le bas de votre fourchette. Donc, typiquement sur du 0,5% de risque par trade plutôt que du 0,7% de risque par trade. Pourquoi? Parce que les personnes qui ne sont pas forcément formées dans l'école, ne sont pas forcément aussi avancées que vous dans la détection des bonnes patterns, la reconnaissance des bonnes actions, tous les petits détails qui font qu'un trade est mauvais, un piège, correct ou vraiment intéressant. La plupart des swing traders qui suivent juste cette vidéo du samedi et qui n'ont même pas suivi de formation chez moi, ils sont pas capables de faire la différence entre un trade correct et un trade qui présente des pièges. Donc, il y a un gros gap entre le trade correct et le trade vraiment d'exception. Or, vous, dans l'école, vous êtes capable de détecter des trades d'exception et de faire la différence entre un trade correct et un trade d'exception. Donc, cette logique de money management de passer sur du 0,5%, elle ne s'applique pas à vous. C'est surtout une règle bienveillante pour toutes les personnes, tous les spéculateurs qui suivent cette vidéo du samedi, qui est grand public et qui est là pour vous éduquer, mettre des garde-fous partout pour vous empêcher de perdre de l'argent et développer un bon mindset de spéculateur et de trader de manière à ce que vous puissiez tout simplement émerger dans cette activité. Dans l'école, on a nos balises elles sont claires et nettes. Est-ce qu'on est sur du 0,5 actuellement? Non, parce qu'on n'a pas encore la validation sur les marchés américains qu'on est entré dans une correction ou carrément dans un marché en range. Par contre, vous savez très bien différencier une pattern d'excellente qualité d'une pattern correcte. Et actuellement, les patterns d'excellente qualité, vous n'en aurez pas sur les screeners. Vous n'en aurez pas. Donc, vous pouvez garder votre money management sur du 0,7% de risque par trade. Mais ce money management, il ne vous servira à rien parce que vous n'aurez pas d'opportunité. Et pourquoi? Parce que vous êtes capable d'identifier les meilleures opportunités, chose qui n'est pas forcément le cas des spéculateurs qui regardent juste la vidéo du samedi matin, celle que je propose au grand public pour faire une éducation et surtout, encore une fois, pour vraiment mettre des garde-fous pour éviter aux gens de faire du grand n'importe quoi sur les marchés financiers. Alors si vous ne l'avez pas vu, cette vidéo que j'ai publiée cette semaine sur le blog, le véritable job du trader, c'est ça. Tout le monde pense que le job du trader, c'est de gagner entre guillemets un max de blé. Là, vous allez vraiment déchanter parce que dans cette vidéo, je vais vous révéler quelle est la véritable activité du trader. Et vous allez vraiment halluciner. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous pouvez lire dans les livres, voir dans les films. On est vraiment dans un autre paradigme, dans un autre univers. C'est pas ultra sexy, mais c'est la vérité. Donc je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo. Ça va peut-être vous choquer, mais voilà, c'est la vérité crue et réelle de ce qu'est le job de trader. Le lien de cette vidéo, il est sous le dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant. Vous pouvez aussi retrouver cette vidéo directement sur le blog, hein, j'en publie 2 de plus par semaine ou directement sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite un bon visionnage et une excellente semaine sur les marchés.